Honnêtement, je ne vois pas le bout du tunnel, clairement. Là, cet après-midi, on a eu un coup de téléphone du niveau 3 d'Argenteuil qui avait plus de place. Nous, on n'avait pas de place non plus, donc on l'a refusé. Nous, on a accueilli une cadre qui est venue de Canada. Elle était étonnée par rapport à notre nombre de lits, les moyens qu'on avait. Ils avaient 2 fois plus de personnel paramédical, 2 fois plus. Le service de néonatologie comporte 3 unités. Une unité de réanimation de 10 lits, qui est là pour prendre en charge les nouveau-nés en détresse vitale. Une unité de soins intensifs de 15 lits. Il y a une unité de 12 lits de néonatologie et une unité qu'on appelle kangourou, qui est au sein de la maternité. On a une spécialité, on va dire, pour le service, c'est vraiment de prendre en charge la prématurité et la très grande prématurité. Ça veut dire des enfants de moins de 28 semaines d'aménorrhée. Et ça peut descendre jusqu'à, on va dire, 24, voire exceptionnellement 23 semaines. Ça, c'est français. En Suède, par exemple, c'est à partir de 22 semaines. En Angleterre aussi. Bon, c'est très variable en fonction des pays. On a été beaucoup plus frileux. Et d'ailleurs, c'est un reproche que nous a fait, on va dire, les autres pays, notamment européens, en disant mais vous ne pouvez pas avoir de bons résultats si vous ne les prenez pas en charge. De quels résultats vous parlez ? De termes de survie, principalement, donc de mortalité néonatale, mais en termes aussi de séquelles ultérieures. Il faut qu'on parle du petit un ancien extrême prématuré de 24 semaines et 3 jours, qui, lors de l'hôpital de jour des 2 ans, nous avait fait mauvaise impression, avec un retard de langage sévère, un trouble de la relation, un trouble de l'oralité alimentaire. Hélène dit « Je m'attendais à une petite tornade, mais il a été calme. La parole est à peu près ok, mais il n'est pas toujours intelligible. Il a toujours la bouche ouverte avec une respiration buccale importante, mais moins de bavage qu'avant. Je dirais que la complication la plus fréquente chez les anciens grands prémas, c'est le retard de langage. Ça, c'est vraiment hyper fréquent. Ça touche un ancien grand préma sur 4 ou 5. Mais ça se travaille avec de la rééducation. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est ces fameux troubles des fonctions attentionnelles et des fonctions exécutives, parce que ça peut empêcher un enfant de suivre à l'école. Et ça, on sait que c'est également plus fréquent chez les anciens prémas que dans la population générale. Un livre sorti il y a quelques semaines a fait grand bruit en mettant en lumière le fait que plus de 4 enfants sur 1000 meurent en France leur première année de vie. Ce chiffre, vous le comprenez ? Est-ce qu'on le comprend ? On le vit. Il y a de multiples raisons et de multiples facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs sociétals, clairement. Maintenant, les mamans sont de plus en plus âgées sur les grossesses. Ça veut dire des pathologies chroniques, ça veut dire des grossesses plus à risque, etc. Premier point. Ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est qu'on prend en charge aussi de plus en plus des enfants prématurés. Et donc ça, la grande prématurité, elle est à risque quand même de mortalité beaucoup plus importante. Ensuite, il y a des problèmes d'organisation, de soins, de prise en charge périnatale. La problématique des maternités, notamment des petites maternités qui ferment. On peut comprendre sur certains arguments, etc., qu'on ferme des maternités qui font qu'une seule accouchement, par exemple, par jour, etc., etc. Mais lorsque vous accouchez de faire 1 heure de transport, etc., il y a plus de risques, obligatoirement. Après, il y a l'inverse, c'est la situation parisienne, alors qu'on n'a pas de moyens. On laisse ouvert des maternités à 500 mètres l'une de l'autre, qui consomment des moyens qui n'est pas efficient, quoi. Bon. Bonjour madame, vous allez bien ? Vous avez vos bébés en peau à peau ? Oui. Comment elles vont les filles ? Ça va. Ça doit vous rassurer quand même qu'elle aille mieux sur le plan de l'oxygène ? Oui. Parce que c'était quand même son gros sujet. Ouais. Parce que ça peut jouer sur le cerveau, les yeux. Donc... Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on a un accouchement d'un extrême prématuré à 24 semaines, la première chose qui est mise en avant, c'est la notion de traumatisme, qui est évident, un choc et l'effroi d'accoucher d'un bébé aussi prématuré. À ce moment-là, il y a forcément des angoisses de mort qui sont très violentes pour ces parents parce que pendant un certain temps, leur bébé est entre la vie et la mort. Et puis évidemment, il y a toujours cette notion de culpabilité qui est massive, qui arrive très très vite, surtout du côté des mamans. Voilà, qui se questionnent forcément sur qu'est-ce qui aurait pu provoquer cet accouchement prématuré. Et parfois, elles sont tellement envahies de tout ça. Parfois, c'est difficile pour elles d'être en lien avec lui. Et du coup, venir soutenir cette parentalité qui est hyper fragile au début de la vie, c'est un peu notre
votre rôle en tant que psychologue. Oui, ouais, c'est là-bas. Je vais demander à une infirmière de passer pour que vous soyez un peu au calme quand même. Ok? Bon. Bonne fin de peau à peau alors. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir madame. Petit scrap pour Kenzie, petit bébé prématuré. Ça fait quelques mois qu'il est ici et j'immortalise des petits moments où papa, maman et le grand frère sont présents dans la chambre. C'est pas dans notre cahier des charges, c'est de l'investissement qu'on a décidé de faire nous en tant qu'infirmières. C'est l'équipe qui a pris cette initiative-là. Grâce à notre association, on a acheté 2 appareils photo, on a acheté des imprimantes photo, on achète du papier, de la décoration pour pouvoir décorer les chambres et amener un peu de vie dans ce petit monde hospitalier avec tant de techniques. Coucou, tin, j'ai les photos. Ça fait plaisir. D'ailleurs, quand on rentre, on voit les photos, il y a le premier bain, le premier câlin, ça fait plaisir aussi. C'est l'évolution du bébé aussi. Il est passé par beaucoup de choses. Où est-ce que tu veux qu'on les accroche? À côté? Vas-y. À côté de dessin? À côté de son dessin. Ouais. Ça veut dire qu'il a aimé ses dessins. Ouais. Bravo. Eh ben dis donc. Ça y est, t'as mangé, Charlotte? Non. Non mais il est 16 ans. En principe, on est 5 infirmières pour 15 bébés. Et là, on était 4 infirmières pour 15 bébés. Donc, obligatoirement, il y a un laps de temps qui n'est pas octroyé de manière optimale pour s'occuper des parents, s'occuper des bébés et faire notre travail comme on aimerait le faire, des fois. Moi, je m'occupe, pour vous dire, je m'occupe du département qui comporte Louis Mourier, Bichat, Beaujon. Louis Mourier niveau 3, Bichat niveau 2B et Beaujon niveau 2A. Sur les 28 postes, normalement d'équivalent temps plein, on en a 6 non fournis là, actuellement. Les politiques ont décidé que un des moyens de faire des économies de santé, c'était de faire un numerus clausus et de faire moins de médecins, sans réfléchir un petit peu aux besoins ultérieurs, etc., 10 ans après. Et maintenant, on arrive dans cette extrémité. Là, visiblement, les choses ont un petit peu changé puisqu'ils ont ouvert quand même des places. Mais on est rentré dans le cercle vicieux. Et ça va être compliqué de remonter la pente. Deuxième problème, au niveau hospitalier, oui, les revenus sont pas très très importants. Ils sont mal payés par rapport à l'extérieur, par rapport en clinique, par rapport à ouvrir par exemple un cabinet de ville, etc. Et donc, c'est pas très attirant. Troisième problème, lorsque vous êtes hospitalier, vous devez assurer la permanence des soins. Ça veut dire, là en moyenne, moi, mon équipe, c'est minimum 6 gardes par mois, en gros. Donc c'est énorme, avec des difficultés pour récupérer ces temps additionnels, etc. Donc une charge extrêmement lourde. Beaucoup de pédiatres, actuellement, font de l'intérim, parce que c'est beaucoup plus rémunérateur, et que c'est beaucoup moins lourd, et on organise son planning, on va dire, comme on veut. L'hôpital public ? Oui, moi par exemple sur Beaujon, là actuellement, pour arriver à combler la permanence des soins sur Beaujon, depuis 2 mois, j'ai été obligé de faire appel à l'intérim. Médecin intérimaire, c'est bien, il y en a des très très compétents, mais il n'y a pas la continuité des soins, il n'y a pas l'investissement dans le service, ça pose de gros problèmes. Là, on fait les transmissions, du coup. C'est entre le jour et la nuit, et demain matin, pareil, on fera dans l'autre sens. Chacune récupère les bébés dont elle s'occupe. Et moi, j'en ai 2 en réanimation. De toute façon, normalement, on est limité à 2 enfants par infirmière. Quand il manque quelqu'un, par contre, on est au-delà des enfants par infirmière. Quand il manque une personne, 2 personnes, en fait, ça a un vrai impact sur notre prise en charge et notre temps qu'on peut accorder
à chaque enfant en fait. C'est courir un peu plus partout, être moins présent pour les parents, réorganiser les soins. Des fois, il nous arrive de ne pas pouvoir faire un bain avec les parents alors que c'était prévu aujourd'hui, mais on le fait pas parce que c'est pas un soin urgent au jour J et qu'on le décale pour le lendemain. Ça arrive souvent qu'on ait des parents derrière qui le sentent, qui nous disent la journée, j'ai vu tout le monde courir, j'ai fait ce que j'ai pu. Même les parents me disent, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider. Ce qui n'est pas normal. Nous, on a accueilli une cadre qui est venue du Canada. Elle était étonnée par rapport à notre nombre de lits, les moyens qu'on avait. Ils avaient 2 fois plus de personnel paramédical. 2 fois plus. Moi, j'ai vécu 1 an en Suède. C'est une infirmière par enfant en réa. Avec des unités de réa où il y a un appartement pour les parents et puis la salle pour l'enfant. Il suffit que vous regardiez les résultats d'Express, qui sont les études régionales sur le devenir des très grands prématurés en Suède. Ils sont des résultats qui sont fantastiques. Les soins démontrants ont clairement démontré le bénéfice en termes de risque de séquelles ultérieures. Donc pour la société, favoriser la mise en place des soins de développement permettrait d'avoir des économies ultérieures en termes de prise en charge, de fonctionnement de psychomotricité, d'orthophonie, etc. Ça a été démontré. Il y a des décisions qui sont prises dans des bureaux administratifs, etc., ce qui est normal, ce que je peux comprendre, sans prendre un petit peu le pouls du terrain et la température du terrain. Voilà. Honnêtement, je ne vois pas le bout du tunnel, clairement. Vous avez tout qui sonne en plus. Ouais. Je suis Pauline, c'est pas moi qui vais m'occuper de votre enfant ce soir. Je vais vous mettre le rinçage. Là, c'est le deuxième enfant que j'accouche prématurément. Donc la première, elle est à 27 semaines. Peut-être que de cette deuxième expérience, comme on sait un peu comment ça se passe, ça ne veut pas dire que ce sera forcément beaucoup plus facile, mais disons qu'on appréhende d'une manière différente. Quand on entre dans la prématurité, quand c'est la première fois, il y a plein de choses nouvelles, tous ces fils, mine de rien, qui sont branchés sur le bébé, c'est assez impressionnant. Mais ce qui a vraiment permis de tenir, c'est vraiment le personnel, parce que c'est hyper dur mentalement, mais le fait qu'il y ait des personnes tout le temps bienveillantes, qui prennent le temps de nous expliquer les choses, ce qui a en tout cas vraiment favorisé pour que le moral tienne. Allez, on y va. Il est parfaitement stable, hein. L'histogramme qui est parfait. Là, tous les lits du service sont occupés. Sauf 2. Il n'y a que 2 lits dans le service là, hein, mais on peut être amené, si on n'a plus de place du tout dans le service, de trouver une place ailleurs, en extérieur. Donc là, le problème, c'est qu'on sépare le bébé de sa mère, etc., plus le transfert, etc. Donc c'est problématique. Il y a des moments où c'est extrêmement tendu. Il y a des moments où le service est totalement plein, par exemple après des gardes, lorsqu'il y a eu beaucoup d'entrants, et on est obligé, le matin, moi ça m'arrive à arriver tôt, hein, vers 7h30, et je cherche des places partout, dans d'autres unités pour transférer les enfants. Et là, c'est difficile pour les parents. Là, cet après-midi, on a eu un coup de téléphone du niveau 3 d'Argenteuil qui avait plus de place et qui cherchait de la place ailleurs. Nous, on n'avait pas de place non plus, donc on l'a refusé. Je lui ai dit d'appeler notamment Beaujon, où il y avait de la place, je le savais. Il fait des apnées, hein, lui. L'histogramme est bien, mais il y a une dizaine de bradycardie sur apnée. Allô? Oui, ça va, elle va bien, il n'y a pas eu de souci depuis que vous êtes du coup partis. Papa est passé... Non, elle n'a rien fait, elle était très calme. Et après, du coup, à 23h, je ne l'ai pas embêtée parce qu'elle dormait et elle n'avait pas de sel dans la couche. Normalement, là, les prochains soins, ce sera vers 2h du matin. Oui, mais tu restes toute seule, ça reste l'information. On fait bien notre travail quand même. Hein.
Je crois que vraiment on en fait maximum justement par le caractère, on va dire, passionnel. Mais on se débat dans des difficultés. On dépasse, donc on colle des rustines. Tu nous rappelles ce qui se passe dans un bruit. Non mais je suis presque à 10 ans de diplôme. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin pour moi. C'est n'importe quoi ce que tu me dis. Tu l'enfonces là.